Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Il est 8h38, ce devait être la cerise sur le gâteau pour la SNCF ce week-end de Noël. La conclusion en beauté d'une année exceptionnelle pour la compagnie qui renoue avec des TGV remplis par rapport à après 2 années assez difficiles. Et puis voilà que patatras, cette grève de Noël inopinée, inattendue qui met dans la panade 200 000 voyageurs. Est-ce que ce serait la grève de trop? On dit ça à chaque fois, mais comme à chaque fois aussi également, le gouvernement s'en mêle. C'est Olivier Véran, porte-parole, qui nous explique par exemple qu'à Noël, on fait la trêve, pas la grève. Ceci dit, hormis cette petite phrase d'Olivier Véran, pas grand-chose, peu de signes du côté de l'exécutif. Alors cette grève, la grève de trop, on va en parler avec nos 2 plumes du jour. La première se fait un peu attendre, elle est en retard. C'est David Revaud-Dallon, le chef du service politique du Journal du Dimanche, qui va nous rejoindre dans un instant. Mais Charlotte Dornelas, heureusement, est là. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Journaliste à Valeurs Actuelles, cette grève, choisir le pire moment pour débrayer. Rappelons quand même que les syndicats de la SNCF sont assez coutumiers du fait. Début juillet, on s'en souvient peut-être, le premier week-end des grandes vacances, et bien là aussi, ils s'étaient mis en grève. Bref, les cheminots qui sortent du bois quand leur pouvoir d'une nuisance est le plus fort. Faut-il s'en étonner? Faut pas tellement s'en étonner, mais à chaque fois on redit quelque chose qui, à mon avis, mérite d'être redit à chaque fois, c'est que ça fait peser, on va dire, le poids de la grève sur des personnes qui n'ont d'abord rien demandé, qui peuvent comprendre dans une certaine mesure à la fois les inquiétudes et une partie des revendications, cette inquiétude devant le coût de la vie, puisque beaucoup de gens qui prennent le train partagent cette inquiétude, le fait de vouloir gagner plus d'argent, je crois que c'est assez communément partagé. Donc et d'ailleurs, quand on tend le micro dans les gares, quand on va voir les gens, il y a de la colère, de l'inquiétude sur les vacances et le fait de passer Noël seul, mais il y a toujours à la fin de la phrase le côté mais par ailleurs quelque part on les comprend. Mais oui, on les comprend, mais est-ce que le moment est bien choisi? Je pense que la réponse à cette question et dans la question d'ailleurs, c'est que le moment est particulièrement mal choisi, et déjà en juillet c'est pénible pour les vacances, mais en effet pour une fois je suis absolument d'accord avec Olivier Véran, même si ça n'a pas un poids incroyable pour un porte-parole du gouvernement. Non mais c'est la punchline, on fait la trêve, on fait pas la grève. Mais c'est vrai, en fait, si même dans les gares on a réussi à faire des trêves à Noël, peut-être que sur les trains on pourrait réussir à s'entendre. Ça reste assez vrai, Noël c'est vraiment un moment particulier, et là il est clairement gâché pour un nombre de gens incalculable. Oui, mais on nous rappelions hier à ce micro, dans le club de la presse d'hier matin, Charlotte, que sur les 20 dernières années, 14 mois de décembre ont été perturbés par des grèves à la SNCF. On est assez coutumier du fait de la grève qui perturbe Noël ou le jour de l'an ou les jours qui précèdent ou l'entre-deux. Oui, c'est pour ça que le fait de se focaliser sur la particularité de cette grève et la particularité de ce mouvement qui est hors syndicat, on essaye de relier ça aux Gilets jaunes, ce qui à mon avis est partiellement abusif. Il y a une tradition en effet de grève au pire moment, et notamment à la veille de Noël. Donc c'est avantage du monopole, c'est-à-dire que vous tapez là au moment où ça fait mal. Oui, non, mais bien sûr. Mais pour obtenir quoi? En plus, à la fin, honnêtement, c'est peut-être devenu aussi une partie. On finit par dire à chaque fois, on les comprend dans une certaine mesure, mais on sait plus très bien pourquoi il y a des grèves quand même assez régulièrement. Ouais. Alors David Revaud-Dallon nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour Dimitri. Alors, en train probablement. Non, je pense que c'est l'horaire habituel. On prend un peu plus tôt. Il y a beaucoup de choses à dire autour de cette grève. Tout à l'heure, avec notre invité à 7h15, Guillaume Labbé, on parlait de la communication de la SNCF assez intéressante, où tout de suite, la direction s'est confondue en excuses, se plaçant dans le camp des usagers. Je vous propose de réécouter Alain Krakowicz. Il a fait la démarche d'intervenir sur Europe 1 mardi soir. C'était dans Europe Soir chez Raphaël Delvolvé. Je vous propose de le réentendre. Je voudrais d'abord adresser les excuses de la SNCF à tous les voyageurs qui, effectivement, alors que c'est Noël, c'est le moment où on a envie de se retrouver en famille, et ils ne vont pas pouvoir voyager. Effectivement, deux trains sur 3 vendredi, à peu près la même chose samedi et dimanche. Voilà, Alain Krakowicz, le président de Voyage SNCF. Alors certains dans cette phrase, c'est très intéressant, David Revaud-Dallon, voient une sorte de remise en cause implicite du droit de grève. C'est clair que ça a été dit, ça commence à devenir une tradition au même titre de Noël, au même titre que le sapin et les cadeaux. La grève. Petite blague d'Olivier Babot ce matin sur le Twitter, je vous la partage parce qu'elle m'a quand même fait rire. C'est, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus dangereux dans la vie? Menacer un policier américain, mettre sa tête dans la gueule d'un crocodile, ou prendre des billets SNCF pour Noël?
Elle est mignonne. Vous avez remarqué qu'effectivement, la SNCF, dans sa communication, prend le parti des usagers. Il y a eu des mesures de remboursement à 200%, je crois, qui ont été annoncées. Donc, effectivement, l'entreprise met le paquet. Mais je crois que ça ne gommera pas, finalement, cette image qui est en train de se dégrader année après année et qui, je le répète, devient une habitude, presque une tradition. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Elle met le paquet pour rembourser les usagers. Autrement dit, elle ne cédera pas aux grévistes, ou bien, comme elle fait à chaque fois, parce que pourquoi il y a toujours des grèves au moment stratégique de l'année ? Parce qu'à chaque fois, la SNCF plie face aux C'est vrai, mais pour l'instant, on n'en prend pas le chemin et on a l'impression que le traditionnel match de l'opinion qui se joue d'habitude entre le gouvernement et les grévistes, c'était le cas la dernière fois pour les pénuries d'essence, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, se joue cette fois entre la direction de la SNCF et les grévistes. Mais bien sûr, on en parlera peut-être après, il y a aussi une dimension politique, puisqu'une fois de plus, c'est au gouvernement que l'opinion va faire payer l'addition. Qu'on va demander des comptes. Alors justement, d'ailleurs, vous noterez qu'on commence à voir circuler les fiches de paye des contrôleurs SNCF. Ça avait été la technique employée par la direction de Total dans le conflit des raffineries. Et Air France, il y a quelques années. Alors, sauf que là, ils ne sont pas si bien payés que ça. C'est vrai, les contrôleurs, 1800 € par mois, c'est le salaire médian. Tiens, il y a ce tweet aussi du Thomas Porte. Thomas Porte, il est cheminot, député de la NUPES. Ce tweet est posté hier après-midi sur Twitter. Je vous le lis. 3 rappels. 1, la grève est un droit constitutionnel. 2, faire grève ne fait plaisir à personne et à celles et ceux qui y participent et qui perdent de l'argent. 3, la direction de la SNCF est l'unique responsable de la situation. Charlotte Dornelas. Non, mais il y a 2 choses en fait. On comprend, c'est une rhétorique de gréviste. C'est d'abord compréhensible de sa part. C'est idéologiquement conforme au camp dans lequel il se place. Simplement, le fait de choisir la veille de Noël pour faire la grève, il y a une responsabilité première de ceux qui décident de le faire à ce moment-là. C'est indiscutable. D'ailleurs, certains l'assument, certains expliquent exactement ce que vous expliquez. C'est le meilleur moment pour faire un bras de fer. Évidemment, vous avez une telle colère à la fois dans les gares qui s'exprime directement, ça devient un sujet médiatique beaucoup plus qu'à d'autres moments, c'est-à-dire que ça prend vraiment dans l'opinion. Et ce qui est marrant, c'est que la direction, à mon avis, se précipite pour faire des excuses. Mais bon, la direction de la SNCF, vous savez, quand vous prenez le train régulièrement, ils vous remercient toujours pour votre compréhension, pour les retards, pour les trains qui n'arrivent pas. Je sais pas à quel moment ils ont cru qu'on les comprenait, mais cette phrase m'a toujours fait un peu rire. Donc je pense que en effet, les Français sont dans une certaine mesure comprennent les revendications sans trop savoir quelles sont ces revendications précisément. Non, mais la question salariale, évidemment, traverse aujourd'hui toute la société. Sûr. Et quelque part, on savait qu'avec l'inflation, évidemment, inévitablement, on surgirait ce genre de Il y a non seulement la mouvement. question salariale, il y a la question de la sécurité. Vous savez, ces contrôleurs, et notamment ces contrôleuses, pour le coup, qui expliquent qu'elles ont des trains entiers à parcourir toutes seules, c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre. Il y a de toute façon un problème de gestion de la SNCF. Franchement, depuis des années, tout le monde a compris qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre. Simplement le choix de faire ça à la veille de Noël, là pour le coup il y a une responsabilité première qu'il faut qu'ils assument. Alors pourquoi je citais le tweet de Thomas Porte aussi, David Revaud-Dallon, c'est parce que précisément, vous nous l'avez un petit peu évoqué, je m'attendais de la part d'un cheminot politique, puisqu'il est aussi député, qui quelque part il tape sur le gouvernement. Or pas du tout. Le gouvernement n'est pas mis dans la boucle de ce conflit social à ce stade. Pour l'instant, et c'est curieux parce que la stratégie des Insoumis, c'est précisément depuis l'arrivée de leur c'est toujours la faute du gouvernement. C'est toujours la faute du gouvernement et c'est toujours et avant tout la mobilisation dans la rue et par le blocage et la grève. C'est quand même une stratégie, c'est l'alpha et l'oméga du mélenchonisme politique. Ça n'a pas très bien marché jusqu'ici, souvenez-vous, la grande mobilisation contre la vie chère, je crois que c'était le vocable qu'il avait utilisé, et pour le climat a quand même fait un flop. Là, Jean-Luc Mélenchon va essayer de relancer la machine en janvier en surfant sur divers mécontentements, évidemment l'inflation qui va encore exploser dans les prochains mois, l'éventualité de pénurie d'électricité et puis bien sûr la réforme des retraites qui s'avance. Effectivement, là il y a une petite particularité qui est que pour une fois, peut-être qu'on se réserve pour le grand match de janvier, peut-être que la trêve des confiseurs vaut aussi pour le gouvernement cette fois-ci, mais effectivement là on est dans un conflit salarial pur et simple. Je rappelle qu'au moment des pénuries d'essence, pour le coup, les Insoumis et la gauche en général n'avaient pas hésité cette fois à tenter
tenter d'accrocher et d'entraîner le gouvernement vers le fond. Voilà, donc ce sera peut-être la dernière grande actualité sociale de l'année, cette grève à la SNCF. C'est peut-être l'occasion, prendre quelques minutes aussi pour tenter de dresser le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, de ce second quinquennat, ces 7-8 premiers mois. Alors, il y a 2 jours de cela dans le Figaro, Frédéric Dabi, de l'IFOP, dressait comme ça quelques grandes lignes. Et lui, ce qu'il disait, voilà, je vous cite la phrase de Frédéric Dabi, c'est peut-être à l'image aussi du ressenti qu'on peut avoir de ce début de second quinquennat. Quand bien même des textes sont votés, dit Frédéric Dabi, les Français ne décèlent pas d'amélioration visible au quotidien. Et on a envie d'ajouter peut-être même une dégradation. La SNCF en étant un bon exemple peut-être. Charles Dornelas. Non, mais évidemment, tous les sujets qu'on voit, la question de l'énergie et la question économique des personnes, c'est pas un texte... Et de l'impuissance politique aussi, c'est ça que... Mais bien sûr, mais en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que depuis qu'Emmanuel Macron a été réélu, d'abord, lui est assez absent en fait de la scène nationale malgré toutes les inquiétudes. Emmanuel Macron est très investi sur le terrain international. Et footballistique ? Et footballistique, oui, mais qui est celui de l'émotion internationale, on va dire. Il est très investi sur ces terrains-là, mais on l'entend assez peu, même sur le terrain national d'ailleurs, international, pardon, on l'entend assez peu parler de la France. Il s'investit dans des dossiers qui lui sont légitimement, on va dire politiquement étrangers, pas du tout en France. Encore ce matin sur la question de l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN, par exemple. Mais voilà, exactement. Et par ailleurs, comme la Macronie dépend essentiellement d'Emmanuel Macron, le reste, on peine à voir quelle est la ligne. D'autant plus qu'elle est en permanence contestée par des forces politiques qui, elles, sont extrêmement lisibles. Donc franchement, le bilan de la première année, c'est beaucoup d'inquiétude chez les Français et un immense flou à la tête de l'État. Mais est-ce que ça veut dire, David, que le président est démonétisé ou bien on lui fait porter un chapeau un peu trop grand pour lui ? En tout cas, il risque très clairement d'être encalminé. On va dire que ces 6 premiers mois ont été un round d'observation, mais qui ont donné la mesure de la difficulté de la suite du match, si j'ose dire. Parce que, bon, il y a les postures, il y a le théâtralité, la radicalité des oppositions et du combat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, ce qui est en jeu, c'est la capacité d'Emmanuel Macron à continuer à réformer ou non. Mais il a l'air d'y croire, parce que quand on voit les deux textes qui se présentent, les retraites, l'asile, immigration, on est sur des textes difficiles. Et pourtant, il n'y a pas d'inquiétude, semble-t-il, à ce stade. C'est pour ça qu'on rentre dans le vif du sujet en janvier. Je parlais de round d'observation. Pour l'instant, il y a quelques textes qui sont passés grâce au 49.3, les textes budgétaires, bien sûr, les textes pouvoir d'achat en juillet, mais effectivement ce qui se joue c'est la suite du quinquennat et finalement l'héritage du macronisme. Est-ce que Macron aura réussi à tenir sa promesse, c'est-à-dire de réformer la France ou non? Et ça va se jouer dans les prochains mois évidemment. Mais alors, comment voir d'ailleurs les 2 textes importants qui arrivent, les retraites et asile, immigration? Est-ce que d'après vous l'exécutif considère que s'il réussit sur ces 2 textes-là, la machine à réformer est relancée, ou bien est-ce qu'il dit perdu pour perdu, brûlons nos dernières cartouches sur des 2 textes importants dont on sait que la France a besoin? Je pense que c'est la première option, c'est-à-dire que de ces 2 textes, de ce qui va se passer dans les 6 mois, dépend évidemment la suite du quinquennat. Donc tout ce qu'on dit sur les 100 jours, etc., ça se joue dans les 3 premiers mois, non, parce qu'effectivement il y a une situation tout à fait particulière qui est celle d'une majorité très relative, et puis la Macronie sait pertinemment qu'en 2024-2025, le quinquennat, politiquement, il est terminé et que dès après les européennes de 2024, va se poser la question de la succession d'Emmanuel Macron qui, comme chacun sait, ne se représente pas. Et donc la primaire, une primaire plus ou moins sauvage, va s'organiser. Donc ils savent très bien que les 2 années utiles, c'est 2023-2024 et qu'il faut mettre le paquet. Je reviens sur ce que disait Frédéric Dabi, c'est très intéressant parce que ça commence à se sentir quand on lit les verbatims des baromètres IFOP pour le JDD, ce que disent les Français. Il y a toujours eu un glacis de protection d'Emmanuel Macron qui était, bon, les Français disaient, c'est pas formidable, mais au moins, lui, on sait qu'il tient à peu près la route. Il n'y a pas d'alternative. Voilà, on ne sait pas forcément qui ferait mieux. Et là, ce qui commence à percer, c'est effectivement, il y a une critique en inaction, il y a le côté président des riches, président des classes supérieures qui ressurgit, mais surtout la question de l'inaction. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tous les dispositifs, les boucliers tarifaires, énergétiques, sur les carburants, etc., qui ont été déployés, les Français, comme le disait Frédéric Dabi, ont le sentiment que ça se dégrade malgré tout. Et effectivement, même si vous avez 30 centimes de remise à la pompe, vous payez quand même votre essence beaucoup plus cher quand vous allez faire votre plein. Et effectivement, les efforts du gouvernement, vous les sentez pas passer et forcément, vous avez ce sentiment d'inaction et d'impuissance. Frédéric Dabi dit que la vraie entrave pour l'exécutif, finalement, c'est
pas tant l'absence de majorité absolue que la conjoncture économique, finalement. C'est vrai qu'il y a... Charlotte Dornelas, peut-être. Non, mais ça, c'est vrai dans la situation présente. Mais je réagissais simplement parce que là, Emmanuel Macron, le gouvernement, etc., tente de nous faire croire que le poids de la Macronie dans l'histoire ça va se résumer aux 2 réformes qui arrivent. Alors, je note que la réforme des retraites, Emmanuel Macron a été élu pour ça il y a 6 ans. La première fois. Pendant 5 ans, la conjoncture économique n'était pas la même et ils ont été incapables eux-mêmes de sortir un texte correct. Enfin, pas sur la même réforme. En 2017, c'était la réforme systémique, la réforme non mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà sauver la France par le biais d'une réforme des retraites qu'ils ont été incapables de faire et la conjoncture n'était pas la même. La deuxième, la loi sur l'immigration, il y en a déjà une sous Emmanuel Macron. Il en a déjà voté une en 2018. Donc 4 ans après, une autre loi va tout changer. Par ailleurs, loi qui initialement se présentait sur le terrain de la fermeté et qui finit par être, à la veille de Noël, une addition de régularisation et d'ouverture de nouveaux droits de visa. Donc franchement, c'est à la fois illisible sur la Macronie et je comprends que le procès en impuissance continue à se faire à la veille de ces 2 textes. Bon, je vous propose de changer de sujet. Le week-end de Noël approche. Alors je vous souhaite à tous de pouvoir rallier votre famille si vous prenez le train. Peut-être que vous ferez un petit Scrabble. Or, peut-être avez-vous vu ça dans l'actualité. Scrabble, l'éditeur du jeu Mattel, veut changer les règles et souhaite supprimer 400 mots jugés offensants. Alors, vous me direz, qui est Mattel pour nous dire ce qu'on a le droit d'écrire ou pas sur le Scrabble? Après tout, on peut bien mettre les mots qu'on veut, ou même on peut faire en anglais, ou mettre il y a toujours ce débat. Il faut se mettre d'accord avec les gens qui ont joué au début. L'histoire est la suivante, à savoir que Larousse édite le dictionnaire officiel du jeu. Or, il y a dans cette liste des mots qui choquent l'éditeur. Je vous en donne quelques-uns, poufias, chleu, tarlouse, bamboula, etc. etc. Alors voilà, il y a 2 réactions. Il y a ceux qui me disent oui mais c'est normal, ces mots finalement ne sont pas très utiles. C'est normal de rendre le Scrabble plus inclusif. Et il y a ceux qui vont vous dire bah oui mais là on est en train de céder au wokisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? Wokisme, W et un K, je vous dis pas le score. Si vous le faites mot contre ça peut être pas mal. David Revaud-Dallon. Bon, écoutez, non, mais sans céder évidemment aux sirènes wokistes et à l'inclusion radicale, je pense que ça me choque pas qu'on n'utilise pas le terme de bamboula, par exemple, sur une table de Scrabble. C'est un mot polysémique, ça peut être une fête, une bamboula aussi. Oui, certes, mais au sens où on l'entend, dans sa connotation raciste, évidemment, moi ça me choque pas du tout qu'on retire ce type de mot. Après, il faut bien sûr rester dans la règle de l'art et notamment celle qu'indique bien évidemment le Larousse. Charlotte Dornelas. Oui, mais on peut toujours donc, mettre. Mattel, éditeur de jeux américain aussi, voilà, il y a aussi. Mais vous savez, c'est comme dans le cinéma, quoi. Il y a un moment, si on interdit tout ce qui est interdit ou tout ce qui est amoral, il se passe plus rien au cinéma. Ça avait été tenté par certains qui disaient ça quand on voit ça en scène. Donc j'imagine qu'il faut plus écrire non plus le mot crime parce que concrètement, ça choque beaucoup de gens. Enfin, je veux dire, c'est horrible un crime. Donc il faut pas l'écrire. C'est la démarche. Je me dis, il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas grand-chose à faire de leur journée. Vous ne choquez pas quelqu'un qui peut se sentir concerné, à part peut-être l'auteur d'un crime, effectivement. Non, pas l'auteur, la victime surtout. Est-ce qu'il faut réglementer ça ou est-ce que c'est quand même intéressant de voir que l'éditeur entreprend une démarche? Non, mais c'est la passion règlement avec la justification de l'inclusivité. Enfin, je veux dire, le débat, c'est pas les mots en question qui, évidemment, je pense qu'on s'entendra tous pour dire que les utiliser dans la vie réelle à l'encontre de quelqu'un, c'est une chose. Les utiliser sur un plateau de jeu, franchement, peut-être qu'il y a d'autres priorités. Mais c'est surtout ça qui me fascine. Mais vous savez que les joueurs de Scrabble, wok, W-O-K, donc la grande casserole asiatique, c'est un mot classique pour placer son bien W. Sûr, évidemment. Maintenant, vous mettrez un E, comme ça, vous gagnerez un point de plus. Mais est-ce que ça figure dans la liste autorisée, le mot? Mais non, le wokisme n'est même pas dans le dictionnaire. Non, parce que ça n'existe pas, évidemment. Merci à tous les deux. Je vous souhaite bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël. Charlotte Dornelas, David Revaud-Dallon, merci à tous les deux. Tiens, on parle de Noël. Sachez que ce sera demain notre vendredi thématique. La rédaction d'Europe 1 s'est mobilisée pour vous expliquer d'où ça vient Noël, toutes ces traditions. Le menu de Noël, pourquoi y a-t-il de la dinde, pourquoi y a-t-il du saumon fumé à table? Ça n'a pas toujours été le cas. On vous fera le menu d'ailleurs, je vous raconterai les menus qu'on avait au XVIe siècle. Passionnant. Génial. Ça donne faim.